Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Autrement même. Conçu et dirigé par Roger Little. Professeur émérite de Trinity College Dublin. Chevalier dans l'Ordre national du mérite, prix de l'Académie française. Grand prix de la francophonie en Irlande, etc. Cette collection présente en réédition des textes introuvables en dehors des bibliothèques spécialisées, tombés dans le domaine public et qui traitent, dans des écrits de tout genre normalement rédigés par un écrivain blanc, des Noirs ou plus généralement de l'autre. Exceptionnellement, avec le gracieux accord des ayants droit, elle accueille des textes protégés par copyright, voire inédits. Des textes étrangers traduits en français ne sont évidemment pas exclus. Il s'agit donc de mettre à la disposition du public un volet plutôt négligé du discours postcolonial, au sens large de ce terme, celui qui recouvre la période depuis l'installation des établissements d'outre-mer. Le choix des textes se fait d'abord selon les qualités intrinsèques et historiques de l'ouvrage, mais tient compte aussi de l'importance à lui accorder dans la perspective contemporaine. Chaque volume est présenté par un spécialiste qui, tout en privilégiant une optique libérale, met en valeur l'intérêt historique, sociologique, psychologique et littéraire du texte. Tout se passe dedans, les autres, c'est notre dedans extérieur. Les autres, c'est la prolongation de notre intérieur. Sony Laboutancy. Titre paru et en préparation. Voir en fin de volume. Introduction. Par Nelly Schmidt. Du même auteur. Les abolitions de l'esclavage, texte et exposition virtuelle, Archives nationales d'outre-mer 2014, site, lesabolitions.culture.fr. La France a-t-elle aboli l'esclavage? Guadeloupe, Martinique, Guyane, 1830 à 1935, Paris, Perrin 2009. L'abolition de l'esclavage, 5 siècles de combat, 16e-20e siècle, Paris, Fayard 2005. Histoire du métissage, Paris, La Martinière, 2003. Abolitionniste de l'esclavage et réformateur des colonies, 1820 à 1851. Analyse et documents, Paris, Cartala, 2000. Victor Schulcher en son temps, Images et témoignages, Paris, Maisonneuve et La Rose, 1998. L'engrenage de la liberté, Caraïbes 19e siècle, Aix-en-Provence, publication de l'Université de Provence, 1995. La correspondance de Victor Schulcher, Paris, Maisonneuve et La Rose, 1995. Victor Schulcher et l'abolition de l'esclavage, Paris, Fayard, 1994, RE accent aigu E accent aigu D. 1999. Introduction, l'abbé Dugoujon en Guadeloupe. Ceux qui liront ces réflexions, et qui auront lu les pages où les organes des colons font des tableaux si touchants du bonheur des esclaves devront être singulièrement surpris. Mais leur étonnement cessera, quand ils sauront la différence qui existe entre leur manière de visiter le pays et la mienne. Abbé Casimir Dugoujon, lettre parue dans l'Univers. Paris, 13 novembre 1841. Un ecclésiastique anti-esclavagiste en Guadeloupe au début des années 1840, rebelle aux affirmations du séminaire du Saint-Esprit qui enseigne aux missionnaires que les esclaves ne sont pas malheureux, que ce que leur condition a de misérable et d'avilissant, la coutume le leur a rendu si naturel, qu'ils ne semblent même pas s'en apercevoir ni désirer mieux. Un homme qui dénonce dès son arrivée dans la colonie, au pays des chênes et du fouet, les comportements des planteurs qu'il côtoie dans la paroisse de Sainte-Anne, qui prend note des châtiments, des sévices physiques, des humiliations morales que subissent les esclaves et auxquels il assiste chaque jour. Vite distingué par les planteurs et les autorités en tant que rebelle aux usages du système colonial et à l'ordre esclavagiste, il sollicite bientôt son retour en France. Il publie en 1845 un recueil de lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises avec l'aide de Victor Schulcher qui le fait nommer en 1848, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, préfet apostolique de la Guadeloupe en lui annonçant « Notre bonne cause triomphe ». Tel est l'abbé Casimir Dugoujon, qui met en cause dès son retour dans la colonie en août 1848, la réduction par les autorités locales des libertés instaurées par les décrets d'abolition d'avril 1848. Si Schulcher affirma en 1842 « Nous comprenons très bien que les créoles veuillent empêcher les prêtres de parler,
mais nous ne comprenons pas que les prêtres consentent à se taire. L'histoire de l'abbé Dugoujon est celle de l'un des rares ecclésiastiques nommés dans les colonies françaises des Caraïbes qui refusèrent le silence imposé par le système esclavagiste. L'affaire Dugoujon, amorcée dès le premier séjour du missionnaire en Guadeloupe en 1840 à 1841, est révélatrice, à partir de 1848, des grands axes du nouveau régime colonial, pour reprendre le terme d'Oruno de Lara dans La liberté assassinée, instaurée en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane comme à La Réunion, au lendemain de l'abolition de l'esclavage et de deux conceptions antinomiques de la liberté proclamée. Un profond fossé sépare alors les autorités coloniales de Guadeloupe et le chef d'un clergé, auquel un rôle déterminant de médiateur est confié dès cette époque. Les religieux seront les instituteurs des nouveaux libres, ils devront prêcher l'ordre, le respect de la propriété privée et le travail. À l'engagement anti-esclavagiste de Dugoujon au début des années 1840, à son témoignage contre les pratiques et les relations asociales en vigueur dans les colonies, succède en 1848 une violente opposition aux autorités locales dont il estime qu'elles trahissent les décrets de l'abolition. L'auteur des lettres sur l'esclavage écrites pendant son premier séjour dans l'île en 1840 à 1841, est alors accusé de répandre des doctrines communistes lors de ses prêches. Il est, aux yeux du gouverneur comme à ceux des colons planteurs de Guadeloupe, un récidiviste et un dangereux émissaire schulchériste. Les planteurs de Sainte-Anne ont en effet réussi une première fois à provoquer son départ de la colonie en 1841. L'ecclésiastique a manifesté trop ouvertement sa désapprobation à l'égard du système esclavagiste, et plusieurs de ses lettres ont alimenté le débat abolitionniste qui s'est développé en France dans les années 1840. Après l'émancipation, il s'attire les foudres du gouverneur Fieron, colonel d'artillerie placé à la tête de la Guadeloupe en novembre 1848 et reçoit un ordre d'embarquement immédiat pour la France dès janvier 1849. Les lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises et autres documents. L'abbé Dugoujon écrit beaucoup durant ses deux séjours en Guadeloupe, en 1840 à 1841, puis en 1848 à 1849. Les lettres transmises à la postérité paraissent pour trois d'entre elles dans le journal parisien L'Univers dès novembre 1841, et les extraits de 5 autres sont publiés dans la Revue des colonies de Cyril Bissette sous la rubrique « Lettres sur l'esclavage à la Guadeloupe par un ecclésiastique qui a habité cette colonie » entre septembre 1841 et avril 1842. Le recueil plus complet et abondamment annoté de 22 missives, daté du 20 mars 1840 de Basse-Terre au 15 juin 1843 de Notre-Dame de Sainte-Croix du Mans, intitulé Lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises, est édité à Paris par Laurent-Antoine Panière en 1845. 22 lettres figurent dans ce recueil, dont 9 sont adressées aux anciens confrères de Dugoujon au séminaire du Saint-Esprit, les abbés originaires du Sénégal Boila, Moussa et Fridoyle, 6 à l'abbé Réveillac, du séminaire du Saint-Esprit également, 3 à l'abbé Campardon, vicaire de l'église Saint-Pierre de Condon, Gers, 2 à l'aumônier d'un hôpital, et 2 à Victor Schulcher. Enfin, la correspondance qu'il adressa entre 1848 et 1850 à ce dernier, qui fit l'objet d'une publication en 1935 par Henri-Jean-Louis Jeune à l'occasion du tricentenaire des Antilles et de la Guyane, figure également dans ce volume. Ces lettres sont sans doute loin d'être les seules qu'il envoya à ses confrères des congrégations ou à Schulcher, ses principaux correspondants, mais ce recueil contient celles qui ont été retrouvées à ce jour. 2 lettres de son premier séjour sont publiées par extrait dans l'Univers du 3 novembre 1841 sous la rubrique « Lettres des colonies françaises ». La première, par ordre de publication dans le journal, datée de Basse-Terre, Guadeloupe, le 15 juin 1841, la seconde datée de Sainte-Anne, Guadeloupe, le 12 mai 1841. Éditées de manière anonyme, ces lettres que nous reproduisons dans ce volume à la suite du recueil paru en 1845, portent la signature « des prêtres ». Le numéro de l'Univers du 13 novembre suivant fait une longue référence à une troisième lettre de Dugoujon, non mentionnée nommément mais présentée cette fois en tant qu'ecclésiastique distingué. Ce témoignage, également reproduit en fin du présent volume, porte sur le prétendu bonheur dont jouissent les esclaves, bonheur qui est fait de leur existence dans les colonies un véritable paradis terrestre.
Bicêtre publie en décembre 1841 dans la Revue des colonies une première missive de l'abbé du Goujon. L'abbé lui fait part de son intention de témoigner publiquement sur ce qu'il a pu observer en Guadeloupe. Après avoir été témoin de l'avilissement et des souffrances de nos frères noirs dans nos colonies, je me croirais coupable de sacrilège envers Dieu et l'humanité, envers mes semblables, si je ne protestais pas, de toute l'énergie de mon indignation, comme chrétien, comme prêtre, comme homme, comme français, contre le maintien d'un régime qui dégrade à la fois le maître et l'esclave. La lettre concerne les sévices et châtiments dont les esclaves sont victimes, les faits de marronnage mais aussi les suicides constatés sur les plantations. Il s'agit en fait d'une rédaction révisée de sa lettre 17e, du 8 mai 1841, écrite depuis Basse-Terre. Schulcher a conseillé à l'abbé du Goujon de réunir les textes des lettres qu'il a écrites durant son vicariat, et de les annoter. De fait, le recueil de 1845 a explicitement été complété d'ajouts et de notes à l'aide d'une documentation datant de la période 1840 à 1844, faisant appel tant aux travaux de commissions chargées d'envisager une révision du régime de l'esclavage et des réformes coloniales, qu'aux publications alors toutes récentes de Victor Schulcher. Ce dernier adresse le manuscrit de ses 22 missives à son ami l'éditeur républicain Laurent-Antoine Panière par l'intermédiaire d'un autre ecclésiastique, l'abbé Goubert, lui-même partisan de la suppression de l'esclavage dans les colonies. Schulcher, qui finance la publication, est alors à Alexandrie, un séjour au cours duquel il rédige l'Égypte en 1845 avant de poursuivre son périple vers la Turquie. Il écrit à l'éditeur le 14 juillet 1844. Mon cher Panière, veuillez imprimer les lettres de l'abbé du Goujon, dont M. Goubert vous remettra le manuscrit. Je vous rembourserai les frais, tous les frais de cette publication. Adieu mon ami. Je vais bien et je pars demain pour la Haute-Égypte. À mon retour, je réglerai pour les lettres, la moitié du manuscrit de Cussac ou même le tout, et enfin mon propre ouvrage, selon qu'il y aura lieu. Dans le cas où je laisserai mes os de ce côté, le présent billet vous servirait auprès de ma succession, quoique d'ailleurs votre parole suffise. L'avant-propos du recueil de 1845 informe le lecteur au sujet de la rédaction des lettres de l'ecclésiastique et de leur authenticité. Lorsqu'un étranger ou un magistrat parcourt les habitations, on se prépare à sa visite, et comme on peut le croire, on a grand soin de dérober à ses yeux ce que la servitude a de plus hideux et de plus révoltant. Il n'était pas possible d'en user de même à l'égard du missionnaire. Il a donc pu, mieux que tout autre, apprécier le régime colonial et parler avec connaissance de cause de la condition des esclaves. Le présent volume est intitulé Lettres sur l'esclavage et l'abolition dans les colonies françaises, 1840 à 1850. Il comporte en effet non seulement le texte du recueil des lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises paru en 1845, mais aussi, comme indiqué ci-dessus, celles que Bicêtre publia dans la Revue des colonies ou celles qui parurent dans l'Univers. Ce recueil contient également des lettres que du Goujon adressa à Victor Schulcher, entre août 1848 et novembre 1850, après que celui-ci l'eut fait nommer préfet apostolique de la Guadeloupe. Enfin, il a semblé utile de reproduire, afin de rendre compte de l'affaire du Goujon à l'aide des documents disponibles mais peu ou pas connus, des pièces du dossier que constitua l'abbé en 1848 à 1850 lors du conflit qu'il opposa au gouverneur de la Guadeloupe, le colonel Fieron, et dans les mois qui suivirent. 1. La lettre circulaire que du Goujon adressa le 17 juin 1848 au clergé de la colonie, à L', occasion de son arrivée en Guadeloupe et qu'il reproduisit dans le mémoire justificatif de M. l'abbé du Goujon à M. le ministre des Cultes paru en 1849. 2. La lettre que du Goujon adressa au curé de la Guadeloupe le 1er octobre 1848, également reproduite dans son mémoire justificatif. 3. La lettre par laquelle le gouverneur lui signifia son renvoi de la Guadeloupe en janvier 1849 et son embarquement imminent. 4. Les textes des pétitions signées en janvier 1849 en faveur de du Goujon par des habitants de la Basse-Terre, par des habitants de la Pointe-à-Pitre et par des dames de la Basse-Terre. 5. Une lettre que lui écrivit Léonard Sénécal en date du 29 mars 1849. 6. Des extraits du mémoire justificatif et de l'adresse du clergé colonial de la Grande Terre, Guadeloupe, à M. L', abbé du Goujon,
préfet apostolique, texte écrit par Dugoujon lui-même en novembre 1848, portant signature de l'abbé Testou, adresse également mentionnée par Dugoujon en tant que protestation du clergé de la Guadeloupe contre les tendances liberticides de Monsieur le gouverneur. 7. La réponse aux mémoires justificatives de Dugoujon parue dans l'Avenir. Journal de la Guadeloupe le 7 novembre 1849. 8. La lettre que Dugoujon écrivit le 10 décembre 1849 aux membres de la commission coloniale, qui siégea à Paris sous la présidence du duc Victor de Broglie et qui se réunit entre novembre 1849 et août 1851 avec pour mission la révision de la charte coloniale de 1833. Au pays des chênes et du fouet. Le bureau du personnel du ministère de la Marine et des Colonies informe l'abbé Dugoujon, par lettre du 21 janvier 1840, de son affectation, avec accord de l'abbé Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, à un poste en Guadeloupe et de son prochain départ. Parti du Havre à la mi-février 1840, le navire sur lequel a embarqué Dugoujon arrive 36 jours plus tard, le 19 mars, au large de la Guadeloupe au terme d'une traversée jusque-là singulièrement ennuyeuse. Avant son départ, il n'est pas retourné dans sa paroisse, celle de Condom dans le Gers, craignant les douleurs d'une cruelle séparation, et préférant n'écrire à ses parents qu'après son arrivée en Guadeloupe. Casimir Dugoujon serait né en 1810. Il a 30 ans à son arrivée en Guadeloupe, et aurait été adopté par une famille Dugoujon de Condom. Aucun document d'état civil ne le concerne dans cette commune. À l'arrivée dans la rade de Pointe-à-Pitre, lorsque le pilote monte à bord, il est accompagné de 2 esclaves. L'abbé les salue et leur serre la main avant que le cuisinier du bâtiment ne le mette en garde en lui recommandant de ne pas renouveler cette attitude une fois à terre. Quiconque donne la main à un noir ou à un mulâtre se déshonore. L'usage ne permet pas même qu'on leur rende le salut. Dugoujon poursuit. Dès les premiers jours de mon débarquement, j'avais aperçu sur le dos de presque tous les esclaves, hommes, femmes et enfants, de longues cicatrices. J'en ignorais la cause, ne connaissant pas la discipline à laquelle ils sont assujettis. Son collègue Lamache, curé de la paroisse Saint-François à Basse-Terre, lui confirme alors que le fouet et bien d'autres hideux instruments se voient sur toutes les habitations. Les planteurs soutiennent qu'il est nécessaire et prétendent contre toute évidence qu'il n'est pas très douloureux et que les esclaves y sont peu sensibles. Il sait aussi que la majorité des planteurs ne se contentent pas du fouet. Ceux que Dugoujon entend chaque jour au presbytère du père Boissel, curé de Sainte-Anne, estiment que les esclaves sont des paresseux, des ingrats, des hommes sans prévoyance, surtout des êtres stupides, des natures brutes, des animaux enfin dont on ne doit pas s'occuper. Le clergé est malvenu sur les plantations. Sur les habitations et partout où il y a des esclaves, on fait jouer tous les ressorts imaginables, écrit-il, pour éloigner le clergé des ateliers et pour dégoûter les nègres des instructions ou les leur rendre inutiles. Les représentants du pouvoir métropolitain autorisent tout par leur silence. Le cadre est fixé. L'abbé Dugoujon pénètre, dans les jours qui suivent son arrivée, dans le monde des plantations et des terreurs du système esclavagiste. Il va également apprendre, à ses dépens, que le système colonial exclut ses détracteurs et que s'il veut rester à son poste, il est préférable qu'il se taise. Dugoujon comprend très vite les obstacles auxquels se heurtent certains religieux dans la colonie, le mur de haine et de mépris que les colons, secondés en cela par l'administration locale, ont élevé à l'encontre des missionnaires en charge de l'instruction des jeunes esclaves, de leurs visites sur les plantations, de leurs appels aux messes des dimanches et des fêtes religieuses. Il note le perpétuel refus des planteurs à l'égard de la scolarisation de leur main-d'œuvre. L'une de ces tâches essentielles est toutefois l'enseignement des esclaves. Il se réclame des nouvelles dispositions de l'ordonnance du 5 janvier 1840 pour critiquer l'ignorance systématique dont elles font l'objet sur place, dans une colonie où les maîtres de plantation n'envisagent guère d'admettre des missionnaires sur leur propriété, ni d'envoyer leurs jeunes esclaves dans les écoles des frères et sœurs missionnaires. L'ordonnance de janvier, promulguée le 2 avril 1840, fait l'objet d'une opposition très déterminée de la part des maires de Basse-Terre et d'autres communes qui prennent des mesures pour que les frères de Plohermel n'admettent pas d'enfants esclaves dans leurs écoles pourtant gratuites. Il confirme cette opposition des colons et des autorités à l'instruction des esclaves, dans les lettres qu'il adresse à l'univers. Témoin du système esclavagiste. C'est dans une lettre du 23 mai 1840,
écrite depuis Basse-Terre à l'intention de l'abbé Arsène Fridoyle, prêtre du séminaire du Saint-Esprit, né à Saint-Louis du Sénégal, que Dugoujon s'exprime pour la première fois sur l'esclavage. Les prêtres africains ordonnés au séminaire sont ses principaux correspondants, pendant son premier séjour en Guadeloupe. Qui sont-ils? Les abbés David Boila 1814 à 1901, Jean-Pierre Moussa 1814 à 1860 et Arsène Fridoyle 1815 à 1852, figurent parmi les premiers prêtres sénégalais. Ils vinrent en France par l'intermédiaire de la mère Anne-Marie Javouet, fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Tous trois reçurent une formation au séminaire du Saint-Esprit à Paris, où ils furent ordonnés prêtres en 1840. David Boila, de mère sénégalaise et de père français, est né à Saint-Louis. Il ouvrit un collège dans cette ville et est l'auteur de l'ouvrage illustré Esquisses sénégalaises, paru chez P. Bertrand à Paris, en 1853. L'abbé Jean-Pierre Moussa remplaça l'abbé Fridoyle en tant que curé de Gorée, ce dernier étant affecté au collège de Saint-Louis. Il passa 3 ans à Gorée avant de partir pour Paris puis, sur nomination par le Vatican, pour Haïti. Dugoujon confirme que les premières visites qu'il a effectuées dans plusieurs communes, ses premières rencontres avec des administrateurs de la colonie, des collègues ecclésiastiques et des planteurs ont ébranlé les convictions que le séminaire du Saint-Esprit lui a transmises avant son départ concernant la légitimité de l'esclavage. Il écrit en septembre. D'après les enseignements que j'avais reçus, je croyais fermement que la servitude ne différait de la domesticité que par la durée, et persuadé que le maître n'a en réalité que la propriété du travail servile, il me semblait que la condition de l'esclave, n'atteignant nullement la personnalité humaine, n'avait rien de contraire à l'humanité. Erreur grossière dont m'a désabusé, peu de temps après mon arrivée, un de mes condisciples qui m'avait devancé ici d'1 année. Un autre enseignement du séminaire du Saint-Esprit, qui, rappelons-le, reçoit suite à la loi de finances du 10 août 1839, une allocation de 50 000 francs annuels du ministère de la Marine et des Colonies pour la moralisation de la population noire, est mise en doute par l'abbé. Les esclaves ne sont pas malheureux, nous disait-on au séminaire, ce que leur condition a de misérable et d'avilissant, la coutume le leur a rendu si naturel q'. Ils ne semblent même pas s'en apercevoir ni désirer mieux. Il avoue le caractère déterminant des lectures que lui a conseillé l'abbé Magne, en poste aux Saintes. Ce dernier lui a notamment confié le texte de la bulle du pape Grégoire XVI qui condamne, tardivement, en décembre 1839, la traite d'êtres humains et l'esclavage, ainsi que le dictionnaire de théologie de l'abbé Nicolas Bergier dans sa version parue en 1838. Il cite dans son entier la bulle de Grégoire XVI et signale la position de l'abbé Bergier qui écrit à l'article nègre de son dictionnaire. L'Écriture sainte nous apprend que tous les hommes sont nés d'un seul couple, que tous ont par conséquent la même origine, d'où il s'ensuit que la différence de couleur qui se trouve dans les divers habitants du monde vient du climat qu'ils habitent et de leur manière de vivre. Avant que la fureur du commerce maritime et l'avide jalousie n'eussent fasciné les esprits et perverti tous les principes, on n'aurait pas osé mettre en question s'il était permis d'acheter et de vendre des hommes pour en faire des esclaves. Dugoujon décrit à ses correspondants les différents statuts des esclaves des Caraïbes, des artisans des villes aux domestiques et aux employés de l'agriculture. Quant aux maîtres, il constate que beaucoup mènent sur les plantations une vie de harem. Cependant que les esclaves ne connaissent que très rarement le mariage. L'esclave reste toujours privé de ses avantages. Son épouse n'est pas à lui, ses enfants ne lui appartiennent point. Son maître conserve, malgré les liens sacrés, le droit de les vendre, de les hypothéquer et de les transporter où il lui plaît. Aussi arrive-t-il souvent que lorsque vous les exhortez à faire bénir leurs unions, ils vous répondent que le mariage n'est pas pour eux, mais pour les blancs et les libres. Lors du séjour d'Adolphe Granier de Cassagnac en Guadeloupe auprès des colons et des planteurs les plus influents, Dugoujon le rencontre. Nous avons parlé de l'esclavage, nous n'avons pu nous entendre. Monsieur Granier prétend que les esclaves sont plus heureux que les paysans et les ouvriers européens, et moi je soutiens que leur situation, à l'heure qu'il est surtout, est la honte tout à la fois du christianisme, de la civilisation et de l'humanité. Mon opinion et les faits que j'ai apportés en preuve ne lui ont point plu. Il m'a dénoncé aux colons comme un homme dangereux au pays. Il déplore l'influence des opinions du personnage sur les colons,
qui ont trouvé en lui un porte-parole inespéré et particulièrement efficace pour vanter les bienfaits de l'esclavage. Le fils d'un planteur de vieux forts lui confie l'ampleur des dégâts. Pour mon compte, a-t-il affirmé, je hais la servitude, je blâme ceux qui maltraitent leurs nègres, néanmoins il m'arrive souvent de m'oublier à l'égard des nôtres. Hélas, messieurs, c'est qu'être maître d'esclaves et en même temps être juste, sont deux choses à peu près incompatibles. Le séjour que Dugoujon effectue à Basse-Terre et aux Saintes met fin à sa période d'initiation à la vie en contexte esclavagiste. On recommande beaucoup aux séminaires de ne point s'immiscer aux questions politiques qui agitent les Antilles. Je reconnais la sagesse de ce conseil, mais il ne saurait m'empêcher de prendre l'esclavage à dégoût et d'en appeler la fin de mes vœux les plus ardents. Revenu à Sainte-Anne, il décrit la stratégie à laquelle il a recours pour échapper aux longues soirées des colons au presbytère. Dugoujon a été mal accueilli par le prêtre Boissel, curé de Sainte-Anne, et par ses ouailles blanches qui le considèrent comme étant de la nouvelle école, celle des abolitionnistes. Le préfet apostolique de cette époque en Guadeloupe note d'ailleurs au sujet de l'affectation de Dugoujon à Sainte-Anne. Ce jeune prêtre a de l'instruction et même une certaine facilité pour la chair, mais il est d'un zèle qui n'est pas toujours selon la prudence et manifeste parfois des principes trop ouvertement opposés aux intérêts actuels des habitants, pour qu'ils puissent lui accorder leur confiance. Il a besoin d'être formé par un curé sage et prudent. C'est ce qui me l'a fait placer en qualité de vicaire auprès de M. Boissel. Sa fréquentation obligée du presbytère de Sainte-Anne le met au fait des réactions des planteurs de la commune aux nouvelles en provenance de France, relatives à une réforme du régime de l'esclavage, voire à sa suppression. Au lendemain de l'arrivée du texte de l'ordonnance du 5 janvier 1840 sur l'instruction religieuse et primaire des esclaves, il apprend qu'ils optent pour le non-respect des nouvelles mesures et que certains d'entre eux seraient décidés à se soustraire à la juridiction de la mère patrie pour se donner aux Américains ou aux Russes. Ils envisagent également, selon Dugoujon, de faire expulser de la magistrature de la colonie tous les Européens dont les opinions ne seraient pas favorables au statu quo. À ses yeux, le presbytère est une sorte de club où se réunissent tous les soirs après souper les Blancs qui habitent le bourg, et le dimanche, ceux qui descendent des campagnes. Il faut avoir assisté à ces réunions, poursuit-il, pour bien connaître les passions et le caractère créole. Les vices des esclaves, les désordres des sans-mêlés sikhs, les Anglais, les philanthropes, tels sont les sujets quotidiens de la conversation. On n'y entend qu'invectives contre les amis des Noirs, qu'exagérations ridicules, que sophismes pitoyables, dont les auteurs même rougiraient si l'intérêt particulier ne les rendait les plus injustes et les plus aveugles des hommes. Les passions humaines s'y montrent sans déguisement et sans contrainte, avec leur mobilité naturelle, avec leur flux et reflux de supplications et de murmures, de plaintes et de menaces, d'appréhension et de témérité, d'audace et de pusillanimité. Dans ces conditions, Dugoujon quitte la salle dès la fin du repas pour rejoindre le pensionnat, alléguant la nécessité de prendre de l'exercice. Les commentaires des maîtres d'esclaves vont bon train. Mon indifférence est à leur jugement, observe Dugoujon, une preuve évidente qu'on ne les a pas trompés lorsqu'on m'a signalé comme un élève de la nouvelle école et comme un homme dont on doit se méfier. Il note que les ultras du statu quo, en Grande Terre sont Cicéron, Dumoule et Chazelle de Sainte-Anne. Il juge par contre que les maîtres de la Basse-Terre seraient plus enclins à admettre des mesures d'émancipation de leurs propriétés pensantes. À son retour en France en 1841, Dugoujon prend le temps de s'informer de manière plus précise au sujet des colonies et du régime esclavagiste au sein duquel il vient de vivre. Avant la publication du recueil de ses lettres, il ajoute une importante quantité de notes critiques. Il précise les données démographiques de l'esclavage, consulte les statistiques publiées par Moreau de Jeunesse et constate que l'accroissement naturel de la population esclave est régulièrement négatif, contrairement à celui des libres. Il rapporte les paroles du médecin des plantations du quartier de Sainte-Anne, lorsqu'il s'étonne de voir tant de cases vides aux portes de la ville. J'ai souvent visité des malades avec le médecin du bourg, M. Hannet. Lorsque je lui faisais remarquer les cases vides ou tombant en ruine que nous rencontrions de tous côtés presque aux portes de Sainte-Anne, il me répondait « Il n'y a rien qui doive étonner, la misère est si grande ici, les malades et les mortalités si fréquentes. » Il estime les petits blancs habitant les grands fonds bien mal lotis. Les plus aisés ne possèdent guère que 10 à 15 nègres, la plupart n'en ont que 3 ou 4.
Leurs habitations, construites en bois et qui, vues d'une certaine distance, paraissent magnifiques, ne sont que des carcasses décharnées, cariées et vermoulues. Il faut avoir vu la misère des blancs des grands fonds pour se la figurer. J'en ai été plusieurs fois témoin, j'avais peine à en croire mes propres yeux. Il manque de tout, même des objets les plus indispensables. Quant aux esclaves vivant dans les grands fonds, leur misère extrême est liée à celle de leurs propriétaires. Dugoujon est particulièrement sensible à l'absence de cérémonies accompagnant leur mort. Rarement appelle-t-on un prêtre pour adoucir leurs derniers moments par les consolations de la foi, et j'ai tout lieu de croire que plusieurs meurent sans avoir été baptisés. Cette misère est commune à tous les nègres des hauteurs de la Guadeloupe proprement dite, des paroisses sous le vent, à tous ceux en un mot, qui appartiennent aux mulâtres et à cette classe de petits propriétaires connus sous le nom de petits blancs dont le nombre, déjà très considérable, augmente tous les jours. Au fil du temps, Dugoujon analyse le système esclavagiste dont il voit fonctionner certains aspects. En juin 1840, il estime que les maîtres calomnient les esclaves en exagérant à l'excès leurs vices réels. Il relève l'impossibilité pour l'esclave de constituer une famille dans la longue durée, d'être époux et père. Il décrit en septembre 1840 ce qu'il qualifiera lui-même de quasi-mort sociale de l'esclave. Ses enfants ne sont pas à lui, il ne peut exercer aucune autorité paternelle, ils sont les esclaves du maître avant d'être ses fils. Sa femme ne lui appartient pas plus que ses enfants. La loi restant étrangère au mariage, elle ne sanctionne aucune des obligations qui en dérivent. Le maître conserve le pouvoir de séparer les deux époux, de leur arracher leurs enfants, de les vendre, de les donner en cadeau, de les transporter à 2000 lieues les uns des autres. Ainsi, dépouillant l'esclave de tout droit civil et domestique, le frappant d'incapacité, lui enlevant sa personnalité, la loi en fait une chose qu'elle livre à tous les caprices du maître. Celui-ci en jouit, use, abuse à peu près à son gré. L'usage lui accorde le droit de juger les fautes et même les crimes de son atelier, de sorte qu'il est à la fois juge, cause et partie. L'autorité légale n'intervient contre l'esclave que dans quelques cas exceptionnels, et en sa faveur que lorsque la mort a rendu sa protection inutile. Encore le maître réussit-il presque toujours à la rendre muette ou à cacher ses atrocités. Ne juge-t-il pas enfin, dans l'une des lettres qu'il adresse à Cyril Bicêtre, parue dans la Revue des colonies de janvier 1842, que l'immense majorité des populations des colonies reste hors de tous les rapports sociaux. Horreur et sévices dans les solitudes des campagnes. En mai 1841, Dugoujon entreprend une description des sévices infligés aux esclaves. Les premières ordonnances qui furent faites pour réglementer la servitude sont atroces et pleines de sang. La peine de mort est pour ainsi dire le refrain de tous les articles prohibitifs. Au sujet du Code noir, qu'il qualifie de texte épouvantable, au nom duquel les maîtres usèrent et abusèrent hideusement de leurs droits, il note une recrudescence des sévices et de leur impunité. À la même époque, il envoie à Bicêtre une lettre dans laquelle il affirme que bien qu'il y ait toujours eu des lois en faveur des esclaves, telles l'édit de 1685, les maîtres s'en moquèrent et le foulèrent aux pieds. Il en veut pour preuve le renouvellement incessant d'ordonnances et d'arrêtés pour réglementer le système esclavagiste sous tous les régimes monarchiques, les autorités notant que les sujets des îles françaises de l'Amérique ne nourrissent point leurs esclaves et sous divers prétextes leur font souffrir de leur autorité privée, la question avec une cruauté inconnue même parmi les nations les plus barbares. Sur la place publique de Sainte-Anne, un officier de la milice vient de faire fouetter un esclave pour une irrévérence tout à fait involontaire. À la même époque, le maire de Saint-François fait infliger une peine de 4 piquets devant la caserne de gendarmerie. La société coloniale est encore, à ses yeux, toute pleine d'horreur. Il cite les extraits de rapports de magistrats du début des années 1840. Esclaves mis à la chaîne dans des cachots d'habitation pour 3 années ou enfermés pendant des mois dans des cages métalliques, esclaves travaillant enchaînés aux pieds par 2, enfants portant des chaînes d'adultes. Il commente. Le fouet, le carcan, les chaînes, le cachot, sont les instruments ordinaires de la discipline des ateliers. Ils existent sur toutes les habitations. Les femmes et les enfants y sont sujets comme les hommes les plus robustes. Dugoujon renvoie le lecteur aux descriptions de cette peine et de ses victimes, publiées en 1842 par Victor Schulcher dans des colonies françaises. Il sait les affaires étouffées par les maîtres, dans les solitudes des campagnes et dans l'intérieur de leurs ateliers,
où ils n'ont d'autres témoins que des esclaves muets et tremblants. Il est témoin de 3 suicides d'esclaves entre octobre 1840 et mai 1841. Il a fallu que je me sois trouvé sur les lieux, que j'ai vu les cadavres, pour apprendre ces faits, tant la mort d'un nègre est estimée peu de choses par l'autorité, et tant les maîtres ont soin de la tenir secrète. Et c'est précisément à Schulcher qu'il tient à justifier l'attitude qu'il se sentit contraint d'adopter face aux planteurs à l'occasion de châtiments infligés aux esclaves d'exploitation sur lesquels il se trouvait. Dans l'une de ses lettres à l'abolitionniste, du 6 mai 1843, il justifie les recommandations d'obéissance à leur maître qu'il a pu prodiguer aux esclaves par le désir de leur éviter les pires châtiments. Tout en rappelant aux esclaves notre descendance commune, la fraternité humaine, le grand précepte de l'amour, indique-t-il, je ne cessais de les exhorter à la fidélité, à l'obéissance, de sorte que tels et tels qui m'entendaient pouvaient me prendre, en raisonnant de mes paroles comme on a raisonné des conseils de saint Paul, pour un ami des plus dévoués du système colonial. Or Dieu sait, et vous savez aussi combien ils auraient été dans le vrai. J'agissais ainsi par la seule raison que, agir autrement, c'eût été exaspérer les maîtres contre les esclaves et leur attirer des duretés et des châtiments excessifs, sans rien avancer pour le bien. Lorsqu'il a tenté de convaincre les esclaves fugitifs capturés, de ne plus tomber dans la même faute, il certifie qu'il lui fallut paraître convaincu devant les maîtres que ces malheureux étaient coupables, bien que souvent il fût persuadé du contraire. Il précise encore à l'intention de Schulcher. Me blâmerez-vous d'avoir tenu cette conduite? La traiterez-vous de lâcheté? Hélas! Monsieur, elle coûtait à mon cœur, mais que pouvais-je faire de mieux et qu'eussiez-vous fait à ma place? C'était le seul moyen de les arracher à l'ignoble 4 piquets, et peut-être à quelque chose de plus affreux encore, au cachot, à la chaîne, au carcan, châtiment beaucoup plus commun que vous ne pensez. Dugoujon témoigne de la tension sociale sans cesse palpable dans les campagnes et les bourgs, de l'affolement des planteurs dès qu'une lueur d'incendie est signalée. Il compare leur attitude aux habitants des flancs d'un volcan qui craignent l'éruption mais restent sur place, retenus par la nature féconde et luxuriante de la terre volcanique. La crainte de la révolte est leur cauchemar éternel, ils ne vivent pas, mais ils meurent tous les jours de terreur. Résistance et survie des esclaves. Les phénomènes de résistance à l'esclavage sont constants. Résistance individuelle, refus du travail, sabotage du matériel, empoisonnement, apparent accommodement, ou résistance collective, refus de travail par un atelier entier, marronnage, rébellion. Dugoujon apprend sur place que les maîtres cherchent à dissimuler ces faits. Un esclave qui l'emmène de Sainte-Anne au Gosier lui décrit quelques aspects de la réalité. Je puis vous assurer que les évasions sont plus nombreuses que vous ne pensez, assure-t-il. Il s'écoule peu de mois sans que quelques-unes aient lieu, nonobstant toutes les mesures qu'on prend pour les empêcher. Ne croyez donc pas nos maîtres quand ils vous disent que nous ne souffrons pas de notre condition. En fait, le marronnage est le souci quotidien des planteurs, de leurs géreurs et commandeurs. Que ce soit vers les régions boisées et montagneuses de l'île ou par la mer vers les îles anglaises voisines où l'abolition est promulguée depuis 1834, pour Antigua, et 1838 pour les autres, des départs en marronnage sont régulièrement signalés par les planteurs, des battues sont organisées mais les captures sont minimes. Dugoujon évoque celles qui ont lieu dans la région de Petit-Bourg en Basse-Terre. On paraît appréhender que les marrons ne se réunissent encore, ne débauchent les autres esclaves et ne finissent par causer de graves désordres. Mais il qualifie les résultats d'extrêmement déplorables. Quelques nègres furent pris et appliqués à des tortures dont on ne soupçonnerait pas les barbares raffinements. Je sais maintenant jusqu'à quel point la peur peut rendre les hommes cruels. Il estime qu'au lieu de s'épuiser à multiplier ces moyens ruineux de prorogation, les planteurs devraient plutôt s'efforcer de demander les premiers une solution qui arracherait le mal jusque dans son principe et en accordant à chacun ce qui lui est dû, assurerait aux colonies le calme, l'ordre et par suite la prospérité de tous. Il cite les colons de Saint-Martin qui, pour faire cesser les évasions de leurs esclaves vers les îles anglaises, s'apprêtent à envoyer au gouvernement français une pétition demandant l'abolition de l'esclavage. Dugoujon observe les esclaves pendant les messes, appliqués à se prosterner, à pratiquer un culte qu'il ignore, à élever les mains, étendre les bras, tracer des signes sur les pavés et les embrasser, prendre des postures de corps comme dans une mosquée ou une pagode. En fait, le jeune prêtre a affaire à des fidèles musulmans qui rendent leur culte dans un lieu religieux,
en l'occurrence une église. Il fournit en outre l'un des très rares témoignages existants au sujet des sociétés ou convois d'esclaves de Guadeloupe, groupement d'entraide existant depuis le XVIIIe siècle. Ces convois réunissent des esclaves d'origines différentes portant des signes distinctifs, formant des sociétés de secours particulièrement actives à l'occasion de cérémonies, notamment de funérailles. Dugoujon témoigne. Il s'est formé dans les Antilles françaises 2 associations connues sous les noms de Grenat et de Violette. Elles ont chacune, dans les quartiers où elles se sont établies, 2 chefs de sexes différents auxquels on donne les noms de roi et de reine. On ne confie cette dignité qu'aux plus intelligents. On les prend indistinctement parmi les libres ou les esclaves. Leur fin est de se réjouir en commun les dimanches et fêtes, de se secourir dans les maladies et les autres besoins, et de s'ensevelir avec une certaine décence. Ces associations semblaient destinées à produire le plus grand bien, en rapprochant les noirs des sans-mêlés, et en détruisant les antipathies que les sots préjugés de la peau ont semés dans toutes les classes. Les planteurs voient dans ces convois une menace pour leur autorité, voire pour leur survie, cependant que les gouverneurs successifs préfèrent laisser vivre ces associations, tout en les surveillant le plus étroitement possible. Toutefois, peu de documents permettent de progresser dans la connaissance de ces moyens spécifiques et très répandus de survie sociale des esclaves. Hormis quelques dossiers d'archives concernant les décisions de ne pas les interdire, considérons qu'il s'agit là, en quelque sorte, de soupapes de sûreté dans un contexte de constante tension sociale, la relation de Dugoujon réunit à ce jour les informations disponibles les plus précises sur le sujet. Outre les phénomènes de marronnage, Dugoujon évoque une autre forme de résistance des esclaves, l'infanticide. De passage à Pointe-à-Pitre, en route pour Basse-Terre, il a appris qu'une esclave a mis fin au jour de ses 2 enfants en les noyant, et qu'elle fut empêchée in extremis de se noyer elle-même. Il attribue ce geste à l'amour maternel mal entendu, en contexte d'esclavage, cependant que les planteurs accusent la mère d'inhumanité. Dugoujon quitte la Guadeloupe. Lorsqu'il suppose début 1841 que son renvoi en France va lui est signifié, Dugoujon devance la mesure et demande son retour pour raisons familiales. Il subit en fait un sort similaire à celui de quelques rares autres missionnaires chassés des colonies françaises ou bien choisissant de les quitter. Ainsi en sera-t-il, par exemple, des abbés Réveillac et Salmon en Martinique ou Lamache en Guadeloupe, évoqués ci-dessous. Cyril Bissette a évoqué dans Lettres politiques sur les colonies, sur l'esclavage et sur les questions qui s'y rattachent, ouvrage paru en 1845, le sort de l'abbé Réveillac qui avait lui aussi répondu à l'appel fait au clergé de France pour aller répandre aux colonies les lumières de la religion sur les pauvres noirs esclaves. Il fut envoyé à la Martinique, poursuit Bissette, où il n'a eu qu'un tort, comme plusieurs autres prêtres sacrifiés aussi dans le même temps, celui de prendre au sérieux l'appel fait au clergé par les ministres en France, par les évêques, celui d'avoir cru que l'Évangile était promulgué dans la colonie, d'avoir voulu préparer la classe nombreuse des esclaves à jouir eux aussi du bienfait de la liberté et de la civilisation par la pratique des vertus qui en feront de bons citoyens. Bissette rapporte que les discours de Réveillac furent considérés par les planteurs et par les autorités comme contraires au système colonial. Interdit de prêche, l'abbé mourut en Martinique peu après sa disgrâce. Avant de quitter la Guadeloupe, l'abbé Dugoujon est contraint d'attendre pendant 1 mois à Basse-Terre l'arrivée d'un bâtiment de l'État. Il séjourne alors sur une plantation sucrière, Beau Soleil, sur les flancs de la Soufrière dans les hauteurs de Basse-Terre extramuros, actuellement Saint-Claude. La propriété, située à proximité de la route coloniale qui monte vers Matouba, vient d'être reprise par son héritière, Dame Lepelletier de Monterran. Ce qui ravit l'abbé Dugoujon dans ces lieux est que la nouvelle propriétaire, lors des travaux de remise en état de l'exploitation jusqu'alors mal gérée, a fait ériger une petite chapelle au milieu du quartier des cases des esclaves. Il fait l'instruction 3 fois par semaine et dit la messe sur cette plantation où l'on n'utilise selon lui, ni chaîne, ni fouet, ni carcan. Un grand exemple qu'il sait tout à fait exceptionnel, mais où il constate toutefois que, comme ailleurs, aucun mariage n'a lieu entre esclaves. Les planteurs voisins estiment, signale-t-il, que la nouvelle propriétaire, par sa mansuétude à l'égard de sa main-d'œuvre, gâte le marché. Habitation Beau Soleil, Saint-Claude, Guadeloupe.
propriété du Conseil général de la Guadeloupe. Cliché Nelly Schmidt. Peu avant son embarquement, le préfet apostolique de la colonie note au sujet de l'abbé: pendant le séjour de l'abbé Dugoujon à Sainte-Anne, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'on l'y voyait avec peine. Il est à désirer que ce prêtre, qui paraît manquer de prudence, ne revienne pas dans la colonie. Le gouverneur note en marge: je n'ai rien à ajouter, ces notes me paraissent exactes. Dugoujon embarque sur la Loire le 25 juin 1841. Peu après son arrivée en France, il est chargé d'un ministère dans un pensionnat parisien. Il entre ensuite au noviciat de Sainte-Croix du Mans, fondé par le père Basile Moreau, le 12 février 1843. Débat abolitionniste à l'Univers. À son retour de Guadeloupe, la publication par l'Univers de 2 lettres de l'abbé Dugoujon le 3 novembre 1841 déclenche un débat animé au sujet de l'esclavage entre la rédaction de ce journal et notamment celle du Globe. Un débat qui s'inscrit dans un contexte plus large, puisqu'il vient d'être relancé par les ordonnances de janvier 1840 sur le régime de l'esclavage, par la multiplication des rapports sur le patronage des esclaves et par le début des travaux de la Commission pour l'examen des questions relatives à l'esclavage et à la constitution politique des colonies qui se réunit à partir du 26 mai 1840 sous la présidence du duc Victor de Broglie. L'Univers, journal catholique libéral quotidien fondé par l'abbé Jacques-Paul Migne en 1833, est acheté par Charles de Montalembert en 1838 et dirigé à partir de 1840 par Louis Veuillot. Montalembert qui s'est interrogé à la tribune de la Chambre des Pairs, en mai 1836 au sujet de l'influence de l'abolition britannique dans les West Indies, voté à Londres en août 1833. Il s'agit de savoir combien de temps 200 000 nègres français pourraient rester esclaves au milieu de 900 000 nègres anglais déclarés libres. Combien de temps dans un archipel où les îles sont presque en vue les unes des autres, la population noire sera dans les unes, dotée des bienfaits de la famille, de la propriété et de la liberté, et dans les autres sera soumise à un esclavage qui jusqu'à présent n'a subi que de très légères modifications. Il brosse à la même époque un portrait sans concession de l'œuvre du clergé colonial, tout en estimant que l'Église catholique ne peut plus, depuis la lettre apostolique du pape Grégoire XVI de décembre 1839, être accusée de complicité avec les traites humaines et l'esclavage. Il estime les prêtres en poste dans les colonies responsables de la résistance des planteurs à toute modification du statu quo esclavagiste. J'ai dit que le clergé dans les colonies françaises n'était pas à la hauteur de sa mission, et je le maintiens, affirme Montalembert. Je cherche la cause d'un résultat aussi fâcheux, et je la trouve dans l'absence d'autorité et de liberté, c'est-à-dire des 2 éléments indispensables de toute action ici-bas. L'Église, aux colonies, n'a pas d'autorité et n'a pas de liberté. Elle n'a pas de liberté parce qu'elle est soumise en tout au pouvoir civil. Les délégués des colons de Guadeloupe s'emploient à répondre aux accusations portées contre eux dans les lettres de Dugoujon, par voie de presse dans le Globe, ou en s'adressant directement au rédacteur de l'Univers. Ils assurent que les témoignages publiés par l'abbé ne sont qu'une succession de contre-vérités, faisant intervenir à leur appui l'abbé Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit qui proteste à son tour contre cette utilisation de son nom. Victor Mazulheim, martiniquais présenté par l'Univers en tant que noir qui a habité nos colonies, a quant à lui écrit au journal pour prendre à son tour la défense de Dugoujon. J'ai été assez longtemps avec les maîtres d'esclaves, assure-t-il, pour bien les connaître. Ils ne pardonneront jamais à quiconque se déclarera en faveur des esclaves, fût-ce un souverain, des princes ou princesses ou même encore notre SP le pape. Pourquoi donc ménagerait-il un jeune ecclésiastique qui ose élever la voix contre les cruautés qu'endurent les malheureux esclaves? Dugoujon adapte son vocabulaire aux réalités coloniales. L'abbé utilise dans ses lettres un vocabulaire qu'il ne pensait sans doute pas devoir employer dans la correspondance qu'il prévoyait d'écrire depuis la Guadeloupe. De simple vicaire chargé de l'enseignement des enfants de la paroisse de Sainte-Anne, il devient témoin 15 occurrences, du système esclavagiste au cœur duquel cette fonction le place et des crimes auxquels il donne lieu, 15 occurrences. Évoquant les esclaves, il parle des hommes-choses, de machines humaines, d'instruments passifs, de nudité, de maigreur, de misère, 18 occurrences. Il mesure l'humiliation qui leur est régulièrement imposée, 5 occurrences, notamment en fonction de la couleur de leur peau,
25 occurrences, les préjugés que cela entraîne, 25 occurrences, et les interdits officiels ou non que prévoit la législation coloniale, 5 occurrences. Il reconnaît que la politique tient un autre langage, mais il assure que en secret et par ses employés aux colonies, elle tient la même conduite. Il était par exemple interdit aux libres de porter les mêmes noms et les mêmes vêtements que les blancs, précise-t-il, d'être médecin, apothicaire, employé en qualité de commis ou clerc par les officiers de judicature, d'exercer sans permis d'autre travail que celui de la culture, de jamais se confondre avec les blancs dans les cérémonies publiques, dans les convois funèbres, dans les rangs de la milice, d'occuper au théâtre d'autres places que le paradis, d'hériter des blancs et de rien recevoir d'eux par donation entre vifs. Ces honteuses prohibitions ont été effacées de la législation, mais elles vivent encore dans les mœurs coloniales qu'elles ont créées. Dugoujon analyse également l'influence du mépris, 7 occurrences, des blancs pour les esclaves et pour les libres de couleur qui, selon ses observations, ne traitent guère mieux les esclaves qu'ils peuvent avoir à leur service. Ils ont selon lui été formés, au milieu d'une atmosphère d'injustice et de préjugés, ils ont dû nécessairement en subir la mauvaise influence. Il ajoute, méprisés par les mulâtres, les noirs leur rendent mépris pour mépris, dédain pour dédain, haine pour haine. Les blancs qui fomentent ces dissensions intestines, les voient et s'en réjouissent, elles font leur force et leur sécurité. Évoquant les propriétaires d'esclaves, il parle de caprice, de chaîne, 14 occurrences, de cruauté, 7 occurrences, de terreur, 6 occurrences, d'ignorance, 5 occurrences, d'aveuglement, 7 occurrences et d'abrutissement, d'arbitraire, 5 occurrences, de mensonge et de mauvaise foi, 3 occurrences, de cupidité, 3 occurrences, de pauvreté aussi, 2 occurrences. D'autres termes reviennent également dans les lettres de l'abbé, ceux d'indignation, 6 occurrences, et de honte, 11 occurrences. Il évoque non seulement sa propre indignation et la honte qu'il éprouve face aux scènes auxquelles il assiste, à l'égard des paroles qu'il entend de la part des colons qui fréquentent les presbytères, mais aussi celles que toute personne doit ressentir lorsqu'elle pénètre ce monde de l'esclavage. Face à Victor Schœlcher, Dugoujon défend en vain les principes de la religion catholique. S'il cite à plusieurs reprises les observations sur la condition des esclaves que Victor Schœlcher a consignées dans ses ouvrages parus en 1842 et en 1843, Colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage et colonies étrangères et Haïti, Dugoujon s'applique toutefois, dans les lettres qu'il lui adresse en 1843, à contredire les jugements défavorables portés par l'abolitionniste à l'égard des instances religieuses et de l'attitude des prêtres en poste dans les colonies. C'est une autre occasion pour lui, de décrire le système colonial auquel il est confronté. Il refuse le lien systématique établi par Schœlcher entre le christianisme et les crimes qui se produisent dans les sociétés chrétiennes, notamment la réduction en esclavage. Il se réclame de la bulle du cardinal Louis Lambruschini, devenu pape Grégoire XVI, in supremo, du 3 décembre 1839, pour prouver que l'Église catholique réfute l'esclavage et la traite d'êtres humains. S'il reconnaît que le séminaire du Saint-Esprit conseille aux jeunes prêtres qu'ils préparent à leur mission dans les colonies de ne pas s'y mêler des affaires et débats politiques et sociaux, et affirme que les esclaves y sont heureux de leur sort, il place bien au-dessus de ces failles les recommandations des papes, pourtant bien tardives et peu incisives, qui condamnent traite d'êtres humains et esclavage. Il tente de persuader son interlocuteur que l'action du christianisme peut paraître lente, mais on ne peut nier son efficacité. Lorsque Schœlcher estime que dans les colonies, la majorité des prêtres sont mauvais, Dugoujon l'approuve mais avec une réserve. Schœlcher avait en effet écrit dans des colonies françaises. Nous avons regret de le dire, mais nous jugeons qu'il n'y a pas de bons prêtres aux colonies. Ils acceptent tous le fait esclave. Ils n'y ont rien changé, rien modifié, ils ont tous peur de se faire embarquer, ils ne veulent point s'exposer à souffrir pour la vérité. Ils vivent tous chez les maîtres au lieu de vivre avec les esclaves, et quand on connaît les colonies, c'est une plainte qui paraît étrange de leur entendre dire qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils compromettraient la sécurité des maîtres. Vaut-il donc mieux laisser se perpétuer la misère et l'oppression des esclaves? Sont-ce là les nouvelles doctrines des apôtres du Christ? Nous comprenons très bien que les créoles veuillent empêcher les prêtres de parler, mais nous ne comprenons pas que les prêtres consentent à se taire. Dugoujon répond que les prêtres en poste aux colonies sont certes mauvais, mais selon lui, non pas parce que l'organisation de leur ordre est vicieuse, mais au contraire parce que dans nos Antilles,
Ils sont soumis à un système d'administration enfanté par les nécessités de la servitude et directement opposé à celui de l'Église catholique. L'abbé estime qu'ils sont livrés à l'autorité et à l'arbitraire des autorités civiles. Aussi, leur ministère est-il stérile et frappé de mort. Il est convaincu, estimant Schulcher trop impitoyable à l'égard du clergé catholique des colonies, que les partisans du vieux système colonial savent très bien à quoi s'en tenir, et que s'ils ne montrent pas plus d'empressement à opérer la réforme religieuse que la réforme politique, c'est qu'ils comprennent que l'autorité d'un évêque ami de la justice serait le plus grand embarras dans un ordre politique dont l'esclavage est la base et le despotisme, le principal ressort. Il déplore le bien que Schulcher pense du clergé protestant des colonies anglaises impliqué dans le processus abolitionniste. Un engagement que Schulcher a décrit dans Colonies étrangères, à l'issue de son séjour dans les British West Indies en 1841. Mais Dugoujon conteste l'efficacité de leur influence sous l'esclavage et reproche à l'abolitionniste de surestimer l'efficacité du ministère des pasteurs protestants après l'abolition dans les colonies anglaises. Schulcher a en effet rappelé avec raison le temps et les encouragements que Pasteur Baptiste et Morat vont consacrer à la progression de l'idée anti-esclavagiste dans les colonies anglaises, tout en estimant que les prêtres aux colonies françaises ne remplissent pas leur mission. Ils se laissent lier la langue par la servitude. Ils se contentent de prêcher la résignation, vertu d'esclaves et d'invalides. Ils veulent toujours craindre d'ébranler par un mot le chancelant édifice de l'esclavage. Dugoujon concède toutefois que la religion catholique enseignée et pratiquée dans les colonies françaises est un simulacre de christianisme. Il poursuit : pire que le protestantisme, ce fantôme de culte n'est au fond que la tolérance et la sanctification des plus absurdes préjugés. Il cite ses collègues ecclésiastiques, qui ont eux aussi ouvertement exprimé leur réprobation de l'esclavage et subi les foudres de l'administration coloniale. Tel est par exemple le cas des abbés Perron à Pointe-Noire, Lamache, curé de la paroisse Saint-François à Basse-Terre, Magne aux Saintes, Aignel à Trois-Rivières, Touboulic à Port-Louis, Pérol à Saint-François en Grande-Terre. Schulcher connaît ces cas et les a signalés dans des colonies françaises. Il a longuement évoqué l'abbé Dugoujon. Le petit nombre d'hommes qui veulent être les serviteurs de Jésus et non pas les serviteurs des colons, sont ainsi expulsés par ordre ou s'éloignent pour ne point approuver même de leur silence, des actes contraires à la loi chrétienne. N'est-ce pas pour cette cause que M. Dugoujon, un homme calme cependant réservé, modeste, ne demandant pas à faire de bruit, s'est retiré de la Guadeloupe? Dugoujon estime lui-même la très grande majorité de ses confrères missionnaires entièrement soumis aux ordres des maires des communes où ils exercent leur ministère. Ces magistrats leur tracent en quelque sorte la ligne qu'ils doivent suivre, précise-t-il, la manière dont ils doivent prêcher. Ils leur suggèrent presque les expressions qu'ils doivent employer et celles qu'ils doivent éviter. Malheur à ceux qui seraient indociles. Il leur faudrait aller rendre compte de leur conduite à monsieur le gouverneur ou à monsieur le directeur de l'Intérieur. Quant au préfet apostolique, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.